Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un drame qui frappe de plein fouet la Côte d'Ivoire. À moins de 4 mois de la présidentielle, le pays vient de perdre son Premier ministre et candidat désigné du parti au pouvoir. Amadou Gon Coulibaly s'est éteint après un malaise cardiaque à l'issue du Conseil des ministres hier. Au lendemain de sa disparition, tous ou presque saluent sa mémoire, à l'image du respect qu'inspirait à la classe politique celui qu'on surnomma le Lion. Un deuil lourd de menaces à l'approche d'un scrutin pour lequel rien n'est réglé. Au contraire, la disparition d'Amadou Gon Coulibaly risque bien de relancer les spéculations dans un pays où, on le sait, l'histoire récente des rivalités politiques n'inspire pas particulièrement à l'optimisme. Un décès qui pourrait bien plonger à nouveau la Côte d'Ivoire dans la tourmente. On en débat avec Georges Jacka. Bonjour, vous êtes secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, le FPI, le parti fondé par l'ancien président Laurent Gbagbo, dont vous êtes le porte-parole en Europe. Merci d'être avec nous. Bonjour. Également parmi nous aujourd'hui, Vincent Hugeux, journaliste indépendant, spécialiste de l'Afrique, auteur de nombreux ouvrages. Je citerai notamment Reine d'Afrique, c'est paru chez Perrin en 2014. Et puis plus récemment, une biographie du colonel Kadhafi, là aussi chez Perrin. Bonjour Vincent Hugeux. Bonjour. Et puis avec nous depuis Abidjan, Joël Nguessan, membre du conseil politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, ancien porte-parole du RDR, le Rassemblement des Républicains, deux partis qui soutiennent le président Alassane Ouattara et dont était issu Amadou Gon Coulibaly. Merci d'être avec nous. Merci. Et puis également avec nous depuis Abidjan toujours, le journaliste André Silver Conan. Bonjour, vous avez été rédacteur en chef du quotidien Le Nouveau Réveil, un journal dont on peut dire qu'il est proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, parti d'Henri Conan Bédié, parti historique également du président, l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et on va revenir d'abord sur l'héritage de ce Premier ministre. On va peut-être décrire brièvement, pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui était Amadou Gon Coulibaly, Vincent Hugeux, un homme décrit comme travailleur, toujours à la tâche. Oui, à l'évidence, la réputation d'un bosseur, certes d'un technocrate, ce qu'on appelle par commodité de langage un serviteur de l'État, un commis de l'État, mais pour le coup, je pense que ce qualificatif n'est pas usurpé. Et puis une dimension qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est son ancrage, je dirais, territorial. C'est aussi l'héritier d'une grande dynastie du nord ivoirien, notamment dans la communauté Sénoufo. Son arrière-grand-père en avait été le chef suprême de cette communauté, autorité coutumière, mais son père, plus récemment, a été député sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny. Donc cet ancrage, et puis une très longue et ancienne fidélité. On sait bien parfois que les amis de 30 ans, ça tourne mal. Ce n'est pas le cas ici, puisque dès 1990, il rejoint Alassane Ouattara. Il dira lui-même, quitte d'ailleurs à s'attirer le reproche parfois de s'effacer trop, qu'il a grandi à l'ombre d'Alassane, donc du président Ouattara, dont il sera tour à tour le patron de cabinet, le fidèle collaborateur, ce que d'ailleurs a souligné le président Ouattara dans son message d'hier, ministre plusieurs fois, ministre une fois d'ailleurs, ne l'oublions pas, de Laurent Gbagbo, dans un éphémère gouvernement d'union nationale où il était en charge du portefeuille de l'agriculture. Et aussi un dernier mot pour rappeler sa technicité, c'est-à-dire j'évoquais un peu le stéréotype du technocrate, ça vient aussi de sa formation, puisqu'il a été formé aux travaux publics, c'était un ingénieur, là a été sa spécialité, qui s'est ensuite beaucoup investi sur les dossiers économiques, notamment tout ce qui portait sur les investissements publics, dont il a été un acteur éminent dans la période écoulée. Une fidélité sans faille au président Alassane Ouattara, qui lui a donc valu d'être officiellement désigné par son parti, le RHDP, comme le successeur, le candidat à la prochaine élection présidentielle. Joël Nguessan, vous perdez un compagnon de route. Oui, effectivement, nous perdons un compagnon de route et non Vous l'un des moindres. Donc, je disais que nous perdons un grand compagnon de route. Vous savez, chez nous en Afrique, on a l'habitude de dire que les grandes douleurs sont muettes. Mais compte tenu du fait que nous sommes dans les médias nouveaux, c'est pour ça que nous avons accepté de nous exprimer. Amadou Gon Coulibaly, c'est pour nous une référence professionnelle, une référence politique. Amadou Gon Coulibaly, c'est la compétence et l'expérience au service d'une nation comme celle de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, c'est celui-là qui, aux côtés du président Alassane Ouattara, a pu donner les conseils qu'il faut pour que nous réalisions tout ce que nous avons fait comme progrès
exceptionnelle en moins de 10 ans. Amadou Gon Coulibaly, comme vous l'avez rappelé, c'est ce cadre pétri des compétences en matière de gestion des routes, de gestion des infrastructures économiques. Celui-là même qui a été au Bénin et qui, par la suite, pendant 30 ans, a été aux côtés du président Alassane Ouattara. Oui, vous avez raison. Nous perdons un baobab, nous perdons un grand homme. Et je peux vous dire que notre douleur, elle est forte. Même si, de manière publique, les Ivoiriens ne l'ont pas encore manifesté, mais vous verrez que le jour de son enterrement, c'est toute la Côte d'Ivoire unie qui va aller au pouvoir le confier définitivement à sa dernière demeure. Amadou Gon Coulibaly, vous donnez un petit exemple. Il est décédé, et si vous regardez tous les tabloïds ivoiriens aujourd'hui, c'est la consternation. Tous les titres disent Yako, Yako au président Alassane Ouattara, Yako à sa famille nucléaire, Yako au RHDP et Yako à toute la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une référence que nous avons perdue et vous comprenez que nous sommes dans le désarroi. Mais cela ne nous empêche pas d'espérer parce que oui, Amadou était notre candidat. Il est celui-là que nous avons choisi pour ses compétences, pour son expérience. Mais c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Nous disons à Dieu, merci d'avoir décidé ainsi. C'est ta volonté, nous ne pouvons pas nous opposer à cette volonté. Oui, on évoquera la suite avec vous dans un instant. Mais Georges Jacquat, comme le disait Vincent Hugeux, Amadou Gon Coulibaly a travaillé aussi avec le président Laurent Gbagbo qui a salué sa mémoire. On a l'impression évidemment aujourd'hui d'une trêve dans la politique ivoirienne. Tous les partis, toutes les grandes personnalités saluent à leur manière l'héritage d'Amadou Gon Coulibaly. Oui, cette trêve se justifie. Vous savez, nous sommes des adversaires, certes, mais c'est face à la mort que notre humanité doit prévaloir. Et donc, nous nous inclinons tous sur la dépouille de notre Premier ministre. En plus d'avoir été ministre du président Laurent Gbagbo, il a été dans le Front républicain avec le Front populaire ivoirien. Dans les années 90. Tout à fait. Donc, 1994, oui. Tout à fait. Donc, c'est une longue, on va dire, démarche entre le FPI et le RDA à l'époque de Guinée-Kobena, et avant que M. Alassane Ouattara n'arrive. Et donc, c'est quelqu'un aussi qui est Premier ministre de la Côte d'Ivoire, donc c'est un homme d'État. Et ce deuil touche tous les Ivoiriens. C'est pour ça que je voudrais profiter de votre antenne pour adresser à la famille biologique du Premier ministre Gon Coulibaly toute ma compassion et toutes mes condoléances les plus sincères, et en mon nom propre. Bien sûr, le Front populaire ivoirien a déjà adressé son mot de compassion à la famille et aussi à la famille politique du Premier ministre défunt. Nous sommes face à la mort et donc nous compatissons et nous allons tout mettre en œuvre pour que tous les honneurs qui lui sont dus le soient pour son dernier repos. André Silver-Conan, cette disparition a évidemment choqué, on l'imagine, les Ivoiriens à l'issue, il faut le dire, d'un conseil des ministres. Amadou Gon Coulibaly était rentré au pays depuis peu. Il avait passé près de 2 mois en France, hospitalisé, en raison déjà d'un problème cardiaque. On le pensait tiré d'affaire. Est-ce que c'est une surprise ou est-ce qu'on, malgré tout, on s'attendait à ce que sa santé soit chancelante au retour au pays ? Alors, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, effectivement, était rentré le 2 juillet, à peu près deux mois à peu près de convalescence. Voyez-vous, sa mort plonge effectivement la Côte d'Ivoire, le pays, dans le désarroi. Vous l'avez dit, les autres invités aussi l'ont dit, mais il faut comprendre que ce n'est pas une mort aussi inattendue, ok? Ce n'est pas une grande surprise. C'est vrai que ça crée l'émoi, c'est l'affliction, c'est le désarroi, mais le gouvernement, jusque-là, je pense, n'a pas joué le jeu de la transparence. Dès le départ, nous étions parmi ceux qui disaient « Attention, ce n'est pas qu'un contrôle médical ».
ce contrôle médical qui s'était mué par la suite en une longue convalescence. Et puis, avant qu'il retourne en Côte d'Ivoire, nous avons été encore là pour dire attention, les charges de M. Gon sont assez énormes pour quelqu'un quand même qui avait subi une opération délicate du cœur. Voyez-vous, M. Gon était à la fois le Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui était un job très prenant, une mission délicate avec beaucoup de stress. Il était à la fois le directeur, le président du directoire du RHDP, le parti présidentiel qui englobe de grands partis et pour un job pour lequel il avait vraiment à être au front, au moulin en même temps. Et de toutes ces charges, on était venu ajouter la charge du candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Vous déplorez un manque de transparence. Est-ce qu'il aurait fallu que son parti le décharge justement de cette mission de porter les couleurs du parti à la présidentielle? En tout cas, de l'une des 3 missions. Moi, j'étais de ceux qui disaient qu'il était important qu'on le décharge de l'une des 3 missions parce qu'il était Premier ministre, il était candidat du RHDP et président du directoire du RHDP. C'était ces 3 missions, 3 charges assez importantes pour quelqu'un dont on savait qu'il avait subi une opération délicate du cœur en 2012. Vincent Hugeux, on s'attendait, on se préparait à un tel événement? Écoutez, pour qui a regardé attentivement les images de son retour, où il a été accueilli avec tous les honneurs, y compris par le président de la République et la Première Dame et l'ensemble du gouvernement, il y avait quelque chose, au fond, d'inquiétant et d'assez alarmant dans la fragilité qui émanait de lui, y compris lors de son propos. En couronnant la loyauté indéfectible que nous évoquions tout à l'heure, et donc en adoubant sa candidature, Alassane Ouattara a indéniablement pris un risque politique. On a évoqué à l'instant l'intervention, la transplantation cardiaque. Il le savait malade, oui. Pose d'un stent. Un pose d'un stent qui est ce petit appareillage qui a pour vocation de prévenir en quelque sorte le rétrécissement des artères lorsqu'on a des fragilités coronariennes. Donc on le savait fragile. Mais je vais vous raconter une anecdote à mon avis très éloquente. Voilà encore 8 ou 10 mois quand je rencontrais des proches de la présidence. Les éléments de langage qu'ils essayaient de propulser sur l'avant-scène, c'était « il est en pleine forme, il court 10 km par jour, cette fragilité, c'est une légende urbaine, etc., etc. » Quelques mois plus tard, le discours était déjà beaucoup plus mesuré. Oui, au fond, peut-être reste une candidature par défaut. Il n'est pas faux que le président envisage d'autres hypothèses au cas où, non pas une hypothèse aussi tragique que celle-là. Mais soyons clairs, et là encore, ce n'est pas faire injure à la mémoire du défunt que de rappeler que cette candidature qui a été imposée le 12 mars et qui devait ensuite être en quelque sorte sanctuarisée le 1er août lors d'un congrès d'investiture officielle, elle a donc été imposée par le président et elle a suscité des réticences et des réserves, à l'évidence, dont j'ai été moi-même le témoin. Pour certains, il y avait, tout en reconnaissant ses qualités d'homme d'État, un déficit de charisme. Pour d'autres, une forme d'autoritarisme parfois, semble-t-il, mais surtout des doutes qui émanaient d'une santé que l'on savait fragile. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où le président Ouattara dit « je ne serai pas candidat », on y reviendra sans doute tout à l'heure, et donc j'adoube très clairement, et d'ailleurs je recadre ceux qui, à l'intérieur de l'appareil du parti, ont eu le malheur d'émettre des doutes ou des réserves sur ce choix, ça a été le cas de plusieurs d'entre eux, on pourra aussi y revenir, et bien là, en quelque sorte, il se cornérise, c'est-à-dire qu'il se met dans une situation où, à l'évidence, et même des dignitaires du parti l'admettaient dans les 24 heures écoulées, il n'y a pas vraiment de plan B qui s'impose. On a caché, Joël Nguessan, l'état de santé réel du Premier ministre au pays. On sait parfois cacher la vérité à soi-même au sein du RHDP. Non, je voudrais vous dire que face au décès, il y a un minimum de décence morale que tout être humain et toute personne qui a un peu de graines dans l'esprit devrait avoir. J'ai dit décence morale. Quand j'entends mon jeune frère André Sylvain Conan dit que ce n'est pas une surprise, je vais lui dire tout simplement que après cette émission, il n'est pas sûr qu'il puisse rentrer chez lui à la maison. Ce n'est pas seulement les gens qui sont malades qui meurent, même les bien portants. Rassurez-vous, ce n'est pas une menace. Non, c'est très important, ce n'est pas une menace. Mais je voudrais dire que je demande aux uns aux autres d'avoir un peu de décence dans les propos. Nous devons réfléchir par 2 fois avant de faire des déclarations publiques, surtout face à la mort.
Il ne s'agissait pas de manquer... Il ne s'agissait pas de manquer de respect envers le Premier ministre aujourd'hui décédé, mais de s'interroger sur les éléments qui auraient pu être portés à la connaissance du public ivoirien. Mais je vous dis que face à la mort, je demande un peu de décence morale dans les propos. Dans les propos. Quand Amadou Gon, notre champion, décède et que je vous entends, vous les journalistes, parler de candidature imposée, c'est à cause de ça qu'il est mort. J'ai dit que vous manquez de décence morale. Il n'y avait pas de lien de causalité, me semble-t-il, dans les propos de Vincent Hugeux. Nous allons... Non, écoutez, permettez que je termine ma pensée. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, l'heure est au recueillement. Et l'heure est venue de nous poser, nous tous, la question de savoir ce que nous serons demain. L'heure n'est pas de revenir sur des propos et des débats politiques ou des gens... Problème, semble-t-il, de fait surface. Cette question de la santé, on se l'est posée aussi en France à la disparition du président Pompidou dans exactement les mêmes termes. Quand Amadou Gon Coulibaly est encore là, couché, oui. C'est ce que vous dites. Pardonnez-moi, parce qu'on ne vous entend pas. On va revenir vers vous, Joël Guessant, je vous rassure. Dès qu'on vous entendra un peu mieux, une réaction rapide de Vincent Hugeux et de... Permettez que je termine. Oui, mais on vous entend très mal. Permettez que je termine. C'est le minimum de respect que je vous demande. Permettez que je termine. Je demande à ce que tous les gens qui sont sur le plateau, ou bien qui interviennent dans ce débat, comprennent que notre douleur est très forte. Et qu'ils ne nous ramènent pas dans des débats que nous pourrons avoir demain. Et nous sommes des débatteurs, vous nous connaissez. Raison pour laquelle nous avons tenu à rendre un hommage, l'hommage qu'il mérite au Premier ministre, aujourd'hui décédé de Côte d'Ivoire. Pour rendre un hommage à quelqu'un, on ne revient pas sur des propos aussi idiots que oui, il n'y a pas eu de transparence. C'est un élément qui est porté à la connaissance du public. Après, c'est aussi l'objet du débat, sans manquer à sa mémoire. Une réaction rapide de Vincent Hugeux. Oui, non, juste une très brève mise au point. À aucun moment dans mon propos, je n'ai établi un lien entre le fait politique absolument irréfutable que cette candidature a été imposée par Alassane Ouattara et le fait que la santé de l'intéressé se soit brutalement dégradée. Et indépendamment du fait que ici tout le monde, à commencer par moi-même, marque le respect qui est dû à la famille, aux amis, aux intimes, aux frères Sénoufo du Nord, etc., à tous les Ivoiriens, les questions que nous posons, ne soyons pas hypocrites, sont des questions que tous les Ivoiriens se posent. Ils se les posaient hier, ils se les posaient avant-hier, ils se les poseront demain. Donc on peut très bien, en ayant tout le respect qui est dû aux défunts, poser et traiter avec sérénité, et sans nous ramener à des aversions décennales dont le pays a tellement souffert, des questions politiques qui sont des questions naturelles et normales. Jean-Jacques Hara ? Oui, justement, je voudrais aller dans ce même sens-là. Je veux dire que je ne comprends pas l'attitude de M. Joël Guessant, parce que il s'agit certes d'un Premier ministre, donc d'un homme d'État qui est décédé. Nous avons tous mal et nous avons exprimé ici notre compassion. Mais nous sommes des humains et nous avons un esprit critique. Donc, nous avons le droit de nous poser des questions sur un certain nombre de sujets, notamment sur des questions techniques, sur des questions de technique médicale. Une personne qui est opérée du cœur, ici en France, on a au minimum 1 an de repos de rééducation. Donc, ce n'est pas en 2 mois qu'on va aller le mettre. Donc ça, bon, moi, je ne rentrerai pas dans ces sujets-là parce que... D'autant que nous ne sommes pas médecins. Donc voilà, c'est une cuisine interne au RHDP. Mais je voudrais appeler le camarade ou le frère Joël Guessant à un peu de retenue et à éviter les menaces parce que, justement, il montre, par ces propos-là, que nous sommes, en Côte d'Ivoire, dans un état bananière, quoi. Ça c'est aussi votre jugement à vous. En tout cas, l'objet clairement de l'émission n'est pas d'entacher en quoi que ce soit la mémoire du défunt et la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, qui pourrait en tout cas bien rebattre les cartes politiques dans le pays, car il était, on l'a bien compris, le successeur désigné du président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle. Le parti au pouvoir se retrouve donc à l'heure qu'il est sans candidat. Les explications en images d'Axel Simon et Thaïs Brook. La Côte d'Ivoire entre deuil et consternation après l'annonce de la disparition d'Amadou Gon Coulibaly. De toutes les personnalités politiques, le président Alassane Ouattara est le premier à avoir réagi.
Par la voix du secrétaire général de la présidence, il rend hommage à celui qu'il qualifie de frère. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Les figures de l'opposition ont également réagi. L'ex-chef d'État Henri Konan Bédié, candidat à la présidentielle en octobre prochain pour le parti PDCI, a fait part de sa consternation, qualifiant Gon Coulibaly de grand serviteur de l'État. Pascal Affi N'Guessan du parti FPI, le parti fondé par Laurent Gbagbo, évoque une grande disparition pour le pays. Les anonymes aussi saluent un grand homme d'État. Une triste nouvelle, vraiment, nous sommes peinés de perdre un grand homme d'État. Il faut dire que la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme, quelqu'un qui aime bien son pays. C'est vrai que je ne partage pas le même bord politique que lui, mais vraiment face à la mort, il n'y a pas de parti politique. Une disparition qui rebat les cartes politiques dans le pays. Gon Coulibaly était le dauphin du président Alassane Ouattara. Il devait porter les couleurs du parti au pouvoir, le RHDP, à la présidentielle. Parti qui se retrouve donc sans candidat à 3 mois de l'échéance. Nous sommes un grand parti organisé. Naturellement que toutes les options seront mises sur la table. Ça, c'est naturel. Ça obéit à une logique. D'après certains analystes, il se pourrait qu'Alassane Ouattara décide finalement de se présenter de nouveau pour un 3e mandat, ce qu'il avait pourtant exclu il y a quelques jours à peine. André Silver-Conan avec nous depuis Abidjan. La désignation d'Amadou Gon Coulibaly avait mis les rivalités sous l'éteignoir. Son décès va-t-il libérer les ambitions au sein du RHDP d'après vous ? Alors, j'aimerais revenir rapidement en 2 mots sur la déclaration de M. Joan N'Guessan. Voyez-vous, ici, il n'est pas question de salir la mémoire de ce grand homme. Il n'est pas ici question de nous amuser avec son héritage politique. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais nous sommes dans un cadre politique avec un décès qui aura nécessairement des répercussions politiques et qui appelle de notre part réflexion, interrogation. C'est aussi c'est cela, rien d'autre. Mais voyez-vous, c'est ce drame que nous vivons un peu en Côte d'Ivoire où le débat doit être porté uniquement que par certaines personnes. Sur vos antennes, M. Adama Bictogo a posé donc la question de la succession, en tout cas en termes de candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tout est ouvert. Hein. Mais voyez-vous, si d'autres personnes commencent à poser le problème, on assistera à une crise d'urticaire, comme on l'a vu tout à l'heure avec M. Joan N'Guessan. Bref, tout est ouvert aujourd'hui. Vous voyez, on va à une élection à moins de 4 mois de la présidentielle. On va à l'une des élections les plus improbables de l'histoire du monde, en tout cas de l'histoire contemporaine du monde. On a un parti présidentiel qui n'a plus de candidat, dont le candidat pourrait être aussi bien le président sortant, Alassane Ouattara, qui pourrait donc revenir sur sa décision, entraînant donc des contestations, parce que vous voyez, certaines personnalités de l'opposition contestent sa légalité en tant que, je vais dire, son éligibilité après 2 mandats. Cela pourrait être le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cela pourrait qui a assuré être l'intérim pendant les 2 mois de convalescence d'Amadou Gon Coulibaly en France. Assuré l'intérim. Mais cela pourrait être une autre personne. Je pense même à Guillaume Soro. Pourquoi pas? Il peut y avoir des arrangements entre Alassane Ouattara et Guillaume Soro. Empêché alors qu'il est par une condamnation à 20 années de prison et un mandat d'arrêt délivré par la Côte d'Ivoire. Absolument, mais plus rien n'est impossible aujourd'hui, y compris une candidature même féminine ou de quelqu'un qui est beaucoup moins vu au sein de l'apparatique. Donc tout est ouvert aujourd'hui et malheureusement cela n'augure rien de bon pour la présidentielle d'octobre 2020. Vincent Hugeux, cette disparition, encore une fois fort regrettable, c'est évidemment pas l'objet de cette émission de revenir sur ce point, mais en tout cas elle ouvre de fait un champ très large de possibilités.
Y compris le retour d'Alassane Ouattara au centre du jeu. D'abord, un élément factuel. Je peux vous dire, car je le tiens de la bouche du cheval, qu'au sein même de l'appareil du RHDP, eh bien, on avait conscience qu'il fallait décharger le candidat, Amadou Gon Coulibaly, d'une partie de ses prérogatives, car on sait que la tâche de Premier ministre est écrasante, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, et qu'une campagne électorale est un marathon, doublé d'un sprint perpétuel. Donc, il avait été envisagé, y compris au niveau de la présidence, que par exemple, dans cette période, à son retour, l'intérim ne soit confié non plus à Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, mais à Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence, celui-là même qui a donné lecture du communiqué du président Ouattara hier, pour précisément que Gon Coulibaly puisse se consacrer à sa campagne. On m'a même signifié, une source assez fiable d'ordinaire, que lui était très réticent car il craignait qu'en quelque sorte ça porte atteinte à son autorité. Et qu'il y avait un débat autour de ça. Alors après, effectivement, tous les noms circulent. Juste 2 mots là-dessus. Je trouve qu'il y a, depuis le début, chez Alassane Ouattara, une forme d'ambivalence. Si vous voulez, on proclame qu'on ne briguera pas un 3e mandat. D'une certaine manière, même si c'est contesté par des juristes, on lève l'hypothèque constitutionnelle qui pourrait rendre ce scénario envisageable. Et dans le même temps, je pense au meeting de Katiola, on joue avec le public et avec l'idée de gens qui fredonnent 3e, et on rebondit là-dessus avec le sourire. Alors on peut me dire que c'est une boutade, on peut me dire que c'est du 2e, 3e ou du 12e degré, mais d'une certaine manière, vous avez une sorte d'ambiguïté dans un discours où d'une part on dit « je m'efface » et d'autre part on dit, mais là explicitement, si les 2 autres y vont, j'y vais aussi. Alors les 2 autres, et je termine là-dessus très rapidement, très franchement... Au moins l'un y va. Ça, c'est une certitude. Oui, alors un a été d'ailleurs dûment investi. Henri Conan-Bédier l'a été, 86 ans. Par ailleurs, la candidature de Laurent Gbagbo me paraît plus que hautement improbable pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler ici. Encore faudrait-il qu'il soit de retour, encore faudrait-il que l'hypothèque de sa condamnation par la justice ivoirienne soit, elle, levée aussi, etc. etc. Guillaume Soro, même topo, le scénario par lequel il pourrait être un candidat effectif me paraît hautement acrobatique. Mais quand même, n'oublions pas, et certainement pas nos hôtes ce soir qui ne s'en souviennent pas, ce qu'a traversé comme épreuve ce pays il y a 10 ans. Si on avait un combat où on retrouverait ne serait-ce que Alassane Ouattara, Henri Conan-Bédier, Alassane Ouattara qui n'a cessé de faire des appels réitérés à l'ouverture vers une nouvelle génération, très franchement, c'est le grand bond en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire de cette classe politique et de cette Côte d'Ivoire pourtant si riche de talents qui ne serait pas en situation d'accoucher de candidats crédibles dans l'un ou l'autre des camps que je viens d'évoquer? C'est vraiment, à mon avis, une interrogation qui est celle des Ivoiriens aujourd'hui, quel que soit le respect immense qu'ils ont pour le disparu. Joël Nguessan, s'il devait y avoir une conséquence politique à la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, doit-elle être un renouvellement générationnel du RHDP? D'abord, je voudrais faire remarquer qu'il m'est difficile d'accepter que le débat constitutionnel se mette sur les plateaux des télévisions. Nous avons des juges constitutionnels en Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont trancher, qui nous diront qui sera candidat, qui ne le sera pas. Le RHDP... Ça n'empêche pas les velléités de candidature. Bien sûr que ça n'empêche pas. C'est pour ça qu'on parle de démocratie. Le RHDP est un parti bien structuré. Ne vous en faites pas, nous avons les cadres compétents qu'il faut à notre sein et les débats démocratiques vont avoir lieu. Alors maintenant, quand je vois des gens commencer à mettre sur le plateau des débats sur la Constitution, mais nous ne sommes pas des juges constitutionnels. Même si certains sont journalistes et qu'ils sont autorisés à avoir des analyses, mais laissons le soin à nos juges constitutionnels de se prononcer le moment où les personnes vont déposer... Sans poser la question d'une candidature d'Alassane Ouattara, est-elle souhaitable d'après vous? La candidature d'Alassane Ouattara est une candidature qui va se décider à l'intérieur. Mais connaissant l'individu, je peux vous dire qu'à l'intérieur de notre pays et de notre parti, nous allons apprécier si nous estimons que la réalité politique du moment commande que M. Alassane Ouattara soit candidat, on va aviser. Mais ça, c'est un débat interne au RHDP, ce qui n'a pas un débat qui concerne les candidats du PDCI, du FPI. Ça, c'est eux, ils peuvent faire leur candidature, ils peuvent faire leur débat, mais qui ne viennent pas s'immiscer dans notre débat interne au RHDP. Vous pouvez nous éclairer sur votre souhait personnel? Je peux vous dire une chose, c'est que beaucoup de militants
n'ont pas apprécié le fait que le président Ouattara ait décidé de ne pas briguer un troisième mandat, surtout que la Constitution le lui permettait. Mais sachez une chose, c'est un être humain, il a ses déshydratants, et l'aventure politique, c'est une aventure qui est individuelle. Ce n'est pas se lever un matin, on dit, bon, c'est le peuple. Ce n'est pas le peuple qui est candidat, c'est un individu avec ses options de vie qui prend une décision. Donc, sur cette base, moi, je dis que le débat sur la candidature ou non d'Alassane Ouattara, sur le fait qu'ils disent que oui, je vais me présenter, ça dépend essentiellement du président Alassane Ouattara. Ça ne dépendra ni d'un débat comme ce que nous sommes en train de faire, ni de tergiversation ou bien d'analyse politique à gauche et à droite. S'il en exprimait le souhait, il serait largement soutenu. Vous-même le soutiendriez? Je peux vous dire une chose, ce que notre parti décidera, je le soutiendrai à 2000%, sans hésitation. Sans hésitation. Si notre parti décide, que c'est le président Ouattara ou bien un autre cadre du RHDP, je le soutiendrai avec 2000%, à 2000%, avec toute mon énergie. Et ce n'est pas les propos que les uns vont tenir comme s'ils étaient des juges constitutionnels. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir notre candidat et surtout de nous battre pour que ce candidat, au 31 octobre, là, soit le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Surtout que nous avons quand même, et ça, c'est seulement les aveugles qui ne veulent pas l'affirmer, nous avons des résultats probants. Nous avons fait du bon travail sur le terrain sous la houlette du président Alassane Ouattara, et les lieutenants du président Alassane Ouattara qui peuvent même faire mieux que lui sont nombreux au niveau du RHDP. Donc franchement, que même faire mieux que lui, il appréciera. Ah oui, oui. Je vous prends au mot, Joël Nguessan. Ouattara nous l'a dit. Merci. Il dit qu'il y a des vous restez avec nous. Faire mieux. Oui. Je vous ramène à comment il s'appelle, Félix Houphouët-Boigny, qui au moment de sa mort avait dit que je suis convaincu que après moi, il y aura des gens qui feront mieux que moi. Et Jacques Chirac lui-même avait adoubé Alain Juppé, le qualifiant de meilleur d'entre nous et s'incluant lui-même dans le nous. Donc on comprend ce que vous avez voulu dire. Vous restez avec nous. Georges Jacquat, du côté du FPI, c'est pas tranché non plus. On attend évidemment une décision de justice de la Cour pénale internationale concernant le sort de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a donc été acquitté, mais pour lequel la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a interjeté appel et qui doit donc patienter avant d'être fixé sur son sort et sa possibilité éventuellement de rentrer. Toujours est-il qu'il est sous le coup en Côte d'Ivoire d'une condamnation, lui aussi à 20 ans de réclusion dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant cette fameuse crise de 2010-2011. Et puis vous avez aussi un autre fer au feu d'une certaine manière, c'est Pascal Affi-N'Guessan qui lui dirige la branche reconnue par la justice ivoirienne. C'est une crise interne, certes. On a, comme dans pas mal de partis en Côte d'Ivoire, où il y a des dissidences qui sont créées pour pouvoir justement amenuiser les actions de ces différents partis-là. Mais en ce qui nous concerne... Vous qualifiez donc cette situation de crise interne? De crise interne, parce que, vous savez, au niveau légal, au niveau de la loi, il n'y a pas deux partis politiques du même nom avec le même statut dans un pays. Donc, ce n'est pas le pouvoir de Ouattara qui a reconnu le FPI. Pascal Affi-N'Guessan a dit qu'il s'effacerait derrière Laurent Gbagbo s'il rentrait et qu'il accepterait d'être son colistier, même s'il a lui-même déclaré sa candidature. Il l'a dit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où nous sommes à quelques accablures des échéances électorales. Donc, je crois à partir du 16 juillet, ils vont ouvrir la collecte des comment ils appellent ça déjà, des appuis, je crois, des suffrages, des signatures. Oui. Voilà. Et donc, ça m'étonnerait qu'entre-temps, avec les vacances judiciaires à la CPI et autres, on aurait la candidature du président Gbagbo. Et puis, vous savez que... Pour vous, elle n'est plus pour possible moi, dans la avec toutes les complications judiciaires actuelles, mon point de vue personnel, c'est que le président Pascal Affi-N'Guessan prenne les choses en main et qu'il se positionne comme le candidat du FPI. Le candidat du FPI, que va donner l'accord cadre signé en avril dernier avec le PDCI? Le FPI n'a pas signé d'accord avec le PDCI. Il y a la dissidence dirigée par Assou Adou qui a signé
un accord avec le PDCI. Et ça, c'est un problème qui concerne ces deux groupements. Mais nous, au FPI, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts aux discussions avec les différents partis et nous sommes concentrés sur l'organisation de ces échéances-là pour 2020. D'ailleurs, nous sommes en ce moment en train de préparer le congrès. Vous voulez éviter un second tour qui vous verrait à nouveau opposer un front commun RHDP-PDCI ? Non, on souhaite même être au second tour. Et puis, c'était la configuration la fois précédente, mais vous avez eu face à vous justement une alliance. Oui, on a eu face à nous une alliance et on espère cette fois-ci que si on est positionné au second tour, nous ayons une alliance. Non pas la fois précédente, puisque Alassane Ouattara avait été réélu au premier tour. Je parle évidemment du scrutin précédent. Du 2010. Voilà. Et donc, nous, notre souhait, ce serait que justement, au deuxième tour, nous puissions avoir une bonne alliance avec un parti qui puisse nous soutenir. Vincent Hugeux. Juste une petite remarque sur le calendrier. La date du 31 octobre est la date officielle. Il n'y a pas de raison de la remettre en question. Ce n'est en tout cas pas le décès du candidat RHDP qui pourrait justifier un report. En revanche, il reste, à mon sens, une double incertitude qui est liée à la crise pandémique Covid-19. Où en sera-t-on à ce moment-là, dans certaines régions ? Et on observe une recrudescence parce que c'est vrai qu'il y a assez peu de morts. Enfin, il faut dire que globalement, c'est vrai que le chiffre, notamment du nombre de décès, 78 rapportés à 11 500 cas, fait de la Côte d'Ivoire un pays qui a été relativement épargné, ou en tout cas, les malades ont été bien pris en charge, c'est ce qu'on peut dire, mais on observe un relâchement dans les habitudes. De toute façon, c'est un phénomène qui a été souligné éloquemment par l'Organisation mondiale de la santé. Partout, il y a effectivement une tendance à une forme de relâchement. Donc, il y a, j'ai bien dit, une incertitude. Et il y a aussi une autre incertitude, qui est un grand classique ivoirien, c'est le débat assez âpre sur la révision des listes électorales. Alors, est-ce que, d'une certaine manière, la conjugaison de ces deux phénomènes pourra accorder une sorte de sursis aux uns et aux autres ? Point d'interrogation. Une petite remarque simplement sur les plans B, C, D, et allons défiler tout l'alphabet jusqu'à... On évoque Ahmed Bakayoko, oui, Daniel Kablan-Duncan, Patrick Hachi. Il y a encore quelques mois, le président Ouattara, en privé en tout cas, manifestait certaines réserves vis-à-vis du personnage Ahmed Bakayoko. Est-ce que la donne a changé ? On le verra. Et par ailleurs, tous ceux qui, à un moment donné, ont manifesté plus ou moins discrètement leur dissentiment, par exemple en préconisant une primaire, ça a été le cas de certains d'entre eux. Marcel Amontano. Exactement. Ou bien en émettant des doutes sur, je dirais, la puissance charismatique du candidat, eh bien, ceux-là, évidemment, on les voit mal revenir pour un nouveau tour de manège, parce d'une certaine manière, ils se sont disqualifiés et que la dimension tragique de la disparition du candidat, évidemment, n'est pas de nature à les remettre en selle. Donc, malgré tout, le choix paraît relativement étroit. Et moi, si j'interprète correctement, ce qu'à Dieu ne plaise, les propos de M. Joël Nguessan, je sens bien que la tentation est forte, en invoquant, à bon droit peut-être, l'envie des militants du RHDP de mettre en scène le retour du candidat Ouattara, qui, encore une fois, lui-même, a laissé planer le doute sur ses véritables intentions dans au moins 2 meetings dont tous nos téléspectateurs ivoiriens ont le verbatim en mémoire. André Silver-Conan, la perspective d'un retour d'Alassane Ouattara comme candidat à nouveau, est-ce qu'elle est de nature justement à offrir ou au contraire à boucher définitivement la perspective au candidat du PDCI, Henri Konan-Bédié ? Alors, le retour dans le jeu, je vais dire, électoral du président Alassane Ouattara n'est pas du tout à écarter. Vous avez écouté monsieur Nguessan, qui brûle d'envie de le lui demander. Mais voyez-vous, je pense que le président Alassane Ouattara l'a lui-même dit, si les autres se présentent, il se peut que je me présente. Bien sûr, c'était avant qu'il prenne l'engagement public de ne pas se présenter. Et cela, justement, le fait que son ancien compagnon aussi, Henri Konan-Bédié, 86 ans, probable candidat du PDCI, va à la compétition, va en quelque sorte légitimer son arrivée dans l'arène électorale. Cela va légitimer, quoique, encore une fois, même si nous ne sommes pas des juges constitutionnels, bien sûr, le débat va se poser quant à l'éventualité d'un 3e mandat, mais je me dis que dans tous les cas, ce ne sont pas des juges
ivoiriens, pour la plupart nommés par lui, ils vont rejeter sa candidature. Merci Henri Silver-Conan. C'est la fin de ce débat. Je remercie également Joël Nguessan qui était avec nous en direct d'Abidjan, ainsi qu'à mes côtés Georges Aka et Vincent Hugeux. C'est la fin de ce débat. Restez avec nous. L'actualité continue sur France 24.